En fait, Je remplace Natacha qui n'a pu être là. En fait, c'est une animation pour le personnel de Madame. Un peu l'arbre de Noël. Oui, on est chez moi, oui. On anticipe un peu là. C'est dans ta place, t'as vu les micro. Bon, on va commencer cette rencontre. Antoine, est-ce que tu entends au fond? Oui, très bien. Bon, donc bienvenue à toutes et à tous. Vous connaissez le principe de nos rencontres, qui existe depuis une dizaine d'années. On fait venir un invité, un cinéaste, et puis on profite de la sortie DVD d'un film qui nous attire pour essayer d'avoir un espace de discussion et d'échanger, d'écouter aux questions, et puis de rencontrer, sans la pression du film qui sort en salle ou qui est en avant-première, et dont il faut dire que c'est formidable, que tout a été voilà. Là, on se donne un petit temps un peu plus large. Oh, mais comme le DVD sort, je peux pas dire que c'est nul non plus. Non, je peux pas dire que c'est nul parce que sinon on doit surtout que c'est un DVD Potemkin. Voilà. Mais alors, déjà, c'est très bien, c'est un DVD Potemkin, et c'est vrai que c'est une fidélité aussi qu'on a depuis Un monde sans femme. Là, je vais Greta Fimo, mais pas Tonnerre. Il y a malheureusement un seul film qui manque. Un seul film qui manque, c'est Tonnerre. Ouais. Un monde sans femme, c'était 2011. L'île au trésor, donc il y avait ce petit couplage L'île au trésor et Contes de juillet en 2017, 17-18. À l'abordage 2020, donc tu étais venu pour L'île au trésor, et Contes de juillet, tu étais venu pour à l'abordage aussi, après le confinement. Et puis là, on est très heureux de te recevoir de nouveau, parce que je ne peux pas nommer, mais Guillaume Braque. Guillaume Braque est notre invité de ce soir. Ce n'est qu'un revoir, et suivi d'un pincement au cœur. Est-ce que c'est mieux le micro ou c'est pas des... Oui, non, parce qu'on enregistre, on fait une captation et le d'accord. son est plus propre. Voilà, si ça ne change pas. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir et voilà, d'être, comment dire, de se retrouver aussi dans le bain de tes films. C'est toujours c'est comme une dimension toujours très intime, sensible. Voilà, c'est tout. On a l'impression d'avoir quelque chose comme ça qui est un peu réactivé. Moi, chaque fois que je me replonge dans tes films, je me dis ah oui, tiens, c'est un peu comme à la maison, quoi. Pas à la maison, j'aimerais bien, ouais. Et c'est toujours un bain aussi, plongé dans une période de notre vie, qui est, voilà, quand on a passé 20 ans, vingtaine, qui est passée, mais qui est aussi réactivée. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir, donc merci pour tout ça. Oui, quelques mots peut-être alors sur ce film, ce projet, d'où ça vient. Alors déjà toujours cet art de coupler deux films, Le pincement au cœur et Ce n'est qu'un au revoir, qui ont des formats, des durées. Donc ça c'est toujours un choix, c'est une habitude. Juste avant, pour savoir un peu du coup à quel public je m'adresse, donc il y a une petite partie de l'équipe Potemkin, c'est ça. Et puis il y a aussi peut-être des gens qui sont là comme ça. Les spectateurs. Vous avez vu le film ou pas? En toute liberté. D'accord. L'archipel. Okay. Certains ont vu le film. Oui, c'est ça, oui, parce que qui n'a pas vu le film, par exemple, dont on va parler? Ah ouais, pas mal de monde en fait. Ouais, vous êtes obligé d'acheter DVD, quoi. Mais on va spoiler forcément un petit peu. Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est la troisième fois, ce qui est quand même assez énorme, parce que j'ai eu droit à 6 sorties en salle, et sur les 6 sorties en salle, il y en a eu 3 couplets de films qui étaient des diptyques. Il y a eu en effet un monde sans femme qui était précédé du Naufragé. Il y avait eu Contes de juillet, il y a eu 2 Contes de juillet, et puis il y avait Ce n'est qu'un au revoir qui était suivi cette fois-ci d'un pincement au cœur. À chaque fois, c'est une histoire un peu différente. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, je trouvais que ça faisait complètement sens en fait d'associer ces deux films. D'ailleurs, j'ai tourné d'abord Un pincement au cœur sur l'amitié entre deux adolescents pendant la période du confinement. Voilà, dans le nord de la France. Et quand j'ai fait cet autre film dans le sud, dans la Drôme, pas très loin de là où je vis, j'avais dans l'idée que ça puisse être un diptyque. Sauf qu'à l'époque, je pensais
pas forcément que Ce n'est qu'à ne revoir aurait une durée de long métrage. Je pensais que le film serait un peu plus court et que donc ça ferait en effet un diptyque de 2 moyens métrages. Et puis finalement, on va dire que la réalité du montage et la réalité de devoir raconter finalement un groupe, une bande, etc., a nécessité finalement plus de temps et le film est devenu un court long métrage. Donc évidemment la question après du diptyque était un peu plus complexe parce que voilà, pour le distributeur au début n'avait pas forcément envie de compliquer les choses, à sortir un long métrage suivi d'un court métrage. Ça devenait peut-être un format un peu étrange et peut-être un peu déroutant pour le spectateur. Mais moi je m'y suis tenu, je me suis mis du bec et ongles pour que ça puisse avoir lieu, parce que pour moi ça donnait beaucoup plus d'ampleur en fait. Voilà, ça donnait un projet beaucoup plus riche et ample à mon sens. Ça donnait un portrait plus complexe, plus contrasté de la jeunesse. On voyait vraiment 2 jeunesses très différentes. Ça racontait comment on grandit aussi en fonction du territoire sur lequel on grandit, de l'environnement, à quel point on a accès ou pas à la nature, ou est-ce qu'on est dans un environnement très urbain. Enfin, en clair, Ce n'est qu'à ne revoir a été tourné à Die, dans un internat où on a toute une génération, d'une dynamique presque de groupe, d'amitié, voilà. Avec beaucoup de personnages, alors qu'Un passement au cœur, qui est un peu plus court, a été tourné à Hénin-Beaumont, donc près de Lens, le Nord, dans un lycée, et tu te fixes, tu t'axes sur l'histoire d'amitié, amitié voilà. presque amoureuse, entre deux jeunes filles. Pour situer ça géographiquement. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir la bande et finalement deux jeunes filles plus seules, plus isolées, qui s'accrochent un peu l'une à l'autre, comme peut-être pour ne pas sombrer. Enfin, il y a quelque chose, là, c'était pas du tout la même dynamique, mais je trouvais ça du coup assez beau de voir les deux. Je trouvais aussi que c'était beau de voir que l'amitié n'est pas que quelque chose parce que finalement dans Ce n'est qu'à ne revoir, c'est plutôt un visage assez lumineux et assez positif, même s'il y a pas mal de mélancolie et d'inquiétude dans le film. La mélancolie et l'inquiétude ne vient pas tant que ça de l'amitié en elle-même. Bon, en tout cas, elle vient de l'angoisse de la séparation, mais je veux dire, on sent une dynamique assez belle dans cette amitié de groupe. Mais pour autant, l'amitié n'est pas que quelque chose de toujours épanouissant et joyeux. Et dans Un passement au cœur, même si c'est très beau le lien des 2 jeunes filles, on voit aussi que il y a aussi de la souffrance, qu'elles n'ont pas forcément les mêmes attentes, qu'elles se protègent, qu'elles se... Enfin, voilà, tout le lien à l'attachement. Exactement. Et moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir, du coup, c'est aussi un visage peut-être un peu plus dur de l'amitié, quoi. L'amitié peut faire mal aussi. Enfin, voilà. Et donc pour toutes ces raisons-là, je trouve ça... Voilà. Et puis il y a quelque chose, je trouve, d'assez ludique et d'assez excitant, en fait, de présenter 2 films, et du coup, même je pense pour le spectateur, il y a des résonances qui se créent. Et j'ai bien aimé la critique de Libération qui disait il y a 3 films dans Ce n'est qu'à ne revoir. Il y a le premier, il y a le deuxième, et puis il y a l'assemblage des 2, quoi, qui devient en effet un 3e film. Et ça m'a fait plaisir, que c'était complètement le sentiment que j'avais. Et il y a autre chose que j'ai bien aimé, c'était un spectateur projection où j'ai accompagné le film, c'était Fort Calquier qui a dit, à la fin on parlait du montage, on parlait très en détail du montage du film, il m'a dit mais en fait pour moi il y a un geste de montage, le plus beau geste de montage, c'est en fait l'association des 2 films, quoi. C'est le raccord entre les 2 films, c'est ça le vrai geste de montage. Et j'ai bien aimé aussi que cette... plutôt Le passement au cœur que tu as mis en 2e. Mais alors ça aussi, alors tu l'avais tourné, tourné 2 ans avant. Ouais, ça c'est en effet du montage aussi, de choisir l'ordre dans lequel on montre 2 films, ou 2 plans évidemment, ou 2 séquences. Et en fait, évidemment, il y aurait eu, enfin pour ceux qui ont vu le film, il y aurait eu quelque chose de plus évident sur le papier à montrer d'abord le film le plus court, tourné avec des élèves plus jeunes, qui en plus est un peu plus ancien dans le temps, dans la chronologie, et ensuite le film plus long. Mais en fait, pour différentes raisons émotionnelles, narratives, et même par rapport à la question presque politique et par rapport à la question du regard qu'on pouvait porter sur ces jeunes filles, l'ordre que j'ai choisi, je pense, est bien meilleur. C'est-à-dire que... On développe un peu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait...
évidemment que la vie est plus dure et plus rude. Dans le lieu d'Hénin Beaumont. Ouais, à Hénin Beaumont, c'est un environnement beaucoup plus dur et on sent bien quand on voit les deux films que la situation sociale, économique, enfin, le milieu dans lequel grandissent ces deux jeunes filles est un milieu pas facile du tout. Et les jeunes filles qui grandissent dans la Drôme ne viennent pas de familles qui roulent sur l'or, c'est des familles pour certaines de la classe moyenne, même certaines relativement précaires, mais on sent quand même que la vie est plus douce pour elles. Oui, et un environnement culturel. Bien sûr, voilà, exactement. Il y a un capital culturel qui n'est pas du tout le même. Et ce qui faisait qu'en fait, quand on voyait d'abord le film à Hénin Beaumont, puis le film dans la Drôme, on attaquait le film dans la Drôme en ayant le sentiment très fort d'être avec des jeunes filles très privilégiées. Et en fait, on était moins touchés, on était presque un petit peu agacés aussi par leur désinvolture. Elles semblaient... Et elle partait avec un gros handicap en fait. Et ce handicap se comblait petit à petit en cours de film, mais on mettait vraiment du temps avant d'accepter de rentrer dans leurs angoisses, qui paraissaient un peu dérisoires en fait à côté de ce que vivait. Dérisoire, je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais je dis pas je parle pas de quelque chose de réel, je parle de la perception. Ce qui n'est pas la même chose. Je parlais de ce que ça provoquait chez le spectateur, pas seulement sur moi, mais aussi sur les gens avec qui j'ai fait le test. Et, bien sûr, oui, non, je ne suis pas seul à avoir pris cette décision-là. Et à l'évidence, ça provoquait un effet pervers, quoi, voilà, qui desservait en fait et le film et les jeunes filles. Donc, ça me semblait pas une bonne idée. Mais alors on est peut-être allé peut-être trop vite en parlant, en rentrant directement dans le cœur des films. Mais toi, déjà, quand tu commences, quand tu prends ta caméra ou quand tu mets en route ces projets, tu as déjà une idée de ce que va être ton film, ou quelle est ton envie, quel est ton désir premier? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai l'impression que ton film, tu le trouves au fur et à mesure, ou avec le matériau que tu arrives à récolter. C'est pas tout de suite ce projet-là que peut-être que tu avais en tête. Je sais pas si tu en veux. Non, mais de toute façon, moi j'ai un rapport assez particulier au cinéma et à la réalisation des films. C'est-à-dire quelque chose dont j'essaye ardemment de sortir, j'essaie de changer un peu ce rapport au cinéma que j'ai, mais tous les films que j'ai faits, sans exception, sont des films qui sont faits très vite, y compris les fictions que j'ai tournées, c'est des films qui sont... Qu'est-ce que tu appelles très vite? Pour certaines, il s'est écoulé 2-3 mois entre l'idée et le tournage, et pour le film qui a pris le plus de temps, qui était Tonnerre, il s'est écoulé 9 mois. Donc c'est des développements, des écritures très rapides, voilà, parce que j'ai une forme peut-être d'impatience, parce que j'ai peur aussi que le désir disparaisse en cours de route, etc. Et il se trouve que pour le documentaire, c'est comme si j'avais besoin que ça aille encore plus vite, et que le documentaire, ça vient comme ça. Et le film L'île au trésor, par exemple, c'était assez fou, parce que c'est un film dont j'ai parlé à mon producteur à la fin du mois de mai, et on a tourné le 4 juillet de la même année, quoi. Donc c'est vraiment très très rapide. Ce qui implique que ce sont des films dans lesquels le tournage dans lequel je me lance un peu sans filet, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas, le film n'est pas écrit, et certainement pas avant le début du tournage. Mais ça, c'est ta méthode, c'est mes névroses, c'est ma force et ma faiblesse. Non, mais là, par exemple, pour le pincement au cœur, c'était quand même un atelier, c'était quelque chose. Un pincement au cœur est un cas un peu particulier, mais finalement, c'est pas si particulier que ça, parce que et Conte du Juillet et À l'abordage étaient aussi des films qui sont nés d'ateliers. Donc ça c'est. Parle-nous peut-être un peu de. Voilà. Mais en tout cas, un pincement au cœur, en effet, c'était je pourrais dire une commande, mais c'est plutôt une sorte d'invitation à aller faire un film avec des lycéens et des lycéennes d'Hénin Beaumont, le lycée Pasteur d'Hénin Beaumont qui était en seconde. Et l'idée était de faire un film avec un groupe de jeunes que je n'avais pas choisi, donc il n'y a pas eu de casting. Comment ça se passe et les deux jeunes filles qu'on voit dans le film, Linda et Irina, qui sont, je trouve, assez géniales et assez incroyables. C'est quand même un peu le hasard et la vie qui me les a fait rencontrer, quoi,
Et elles étaient dans ce petit groupe d'une quinzaine d'élèves qui m'avaient été... qui étaient volontaires. Qui étaient volontaires, mais qui... j'allais dire, elles connaissaient pas tout mon travail. Enfin, on avait fait une petite projection d'un abordage dans le lycée, juste pour que... Mais d'ailleurs, avec déjà des élèves qui s'étaient portés volontaires. Bon, bref, et donc, en effet, c'était un projet sur quelques mois où un mercredi sur deux, l'après-midi, je me rendais à Beaumont voilà, pour faire un peu différents petits exercices, pour les faire travailler avec la caméra, devant, derrière la caméra, etc. Mais avec l'idée à la fin de faire un film. C'était pas très très clair si ce film était vraiment mon film ou notre film, même si moi dès le début j'avais dit non mais si on se lance là-dedans, il faut quand même que ce soit on se mette d'accord que c'est quand même mon film et que c'est pas juste un exercice pédagogique. Enfin, c'est toujours un peu l'ambiguïté de ce genre de projet. Et heureusement, mon producteur Nicolas Antomé de Baptisphère tout de suite s'est associé en quelque sorte à ce projet et aussi a mis les choses un peu au clair contractuellement, etc. Pour que ce qui a permis après, beaucoup plus tard, mais on n'imaginait pas du tout à l'époque que le film finalement puisse aussi sortir en salle, etc. Donc voilà, et en fait, moi j'avançais un peu à tâtons, j'essayais un peu de connaître le mieux possible ces jeunes, de m'intéresser à eux, etc., à elles. Et en fait, pardon, vas-y. Non, mais excuse-moi, ça m'intrigue, ça m'intéresse de savoir comment tu les fais travailler, parce que quand même, dans Un placement au cœur et dans les deux, mais il y a quand même, l'intime est quand même au cœur de ton film, et l'intime devant une caméra, qui n'est pas du tout ignorée, et qui est réellement présente et tout ça. Et comment tu arrives à avoir pas cette liberté, mais ce dévoilement d'intimité qui est quand même assez fort. Comment tu arrives à les faire travailler? Comment tu filmes énormément au point, elles vont oublier la caméra ou parce que là vraiment où elles se mettent en scène. Ouais, bon, je vais un peu écourter parce que sinon ça va être un peu longuet si je raconte tout l'atelier, mais on va en arriver plutôt au moment du tournage. En fait, c'est vraiment quelques jours avant le tournage que j'ai vraiment compris et senti qu'il se passait quelque chose de très important et très fort dans la vie de deux des jeunes filles du groupe qui étaient Linda et Irina. Un petit peu auparavant, je m'étais rendu compte au cours d'un exercice que j'avais fait qui était... il y avait mon chef opérateur qui était venu et l'idée était de filmer des discussions à deux ou à plus sur différents sujets qui étaient des sujets assez simples, qui étaient les relations entre les garçons et les filles, ou raconter un premier baiser, juste comme ça, enfin moi, à quelqu'un, enfin moi, en tout cas, se parler comme ça, se parler en effet de choses assez personnelles, et à ce moment-là, je me rappelle que Linda et Irina, surtout Linda, une des deux jeunes filles, était partie très loin, et c'était assez fou et assez bouleversant, tout ce à partir de cette question des garçons et des filles, tout ce qu'elle avait raconté, notamment sur son père qui était parti, tout ça, sur du coup sa peur des hommes, sa colère contre les hommes, etc. Enfin, plein de choses, et à tel point que à peu près toute la classe avait pleuré en écoutant, quoi. Tellement ça vibrait quand elle parlait, c'était extrêmement fort. Et bon voilà, et donc là je m'étais dit, bon, là il y a vraiment quelque chose. Non seulement cette fille est extrêmement intelligente, extrêmement sensible, extrêmement courageuse, mais en plus elle a vraiment manifestement besoin et envie de parler, et envie d'être entendue, écoutée. Et en fait après c'est ce qui s'est passé au tournage, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était assez fou que deux jeunes filles de 15 ans face à un adulte et à d'autres adultes, parce que j'étais pas tout seul à faire le film, se sentent aussi libres et aussi en confiance de se raconter, alors même que ça faisait pas non plus un an que je les suivais. Enfin bon, c'est qu'en fait, bon, bah, déjà, je pense que voilà, elles avaient confiance en moi, elles ont senti que, je sais pas, le regard que je portais sur elles était un regard sain, que je m'intéressais à elles pour de bonnes raisons, et que oui, que je m'intéressais vraiment à ce qu'elles avaient à dire, et c'est vrai qu'elles se sont... Alors après, oui, comme tu disais, il y a toute une part de mise en scène dans le film. C'est-à-dire que non seulement... comment dire,
je propose un cadre de tournage qui, à certains moments, finalement, flirte un peu avec la fiction. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mise en place, on parle ensemble avant des scènes, donc on met la matière toute la matière émotionnelle, etc., est complètement documentaire, mais cette matière est un peu organisée par un tournage. Il y a un travail sur le cadre, il peut éventuellement y avoir des indications de déplacement, de position, enfin, il y a une mise en scène, quoi. Et je pense que cette mise en scène, en fait, au fond, les aide et les libère aussi. Parce qu'il y a peut-être un contrat qui est assez clair entre nous. Il y a une part d'auto-mise en scène, de jeu aussi, avec la caméra, et je ne suis pas là simplement à essayer de me faire oublier, de capter à la dérobée des moments un peu volés, etc. On n'est pas du tout là-dedans, même si il y avoir des moments où, au fond, elle s'oublie et elle livre des choses aussi dans le flux d'une scène, etc. Bien sûr, ça c'est le cinéma, mais voilà, il y a un cadre. Mais c'est ce que je trouve assez touchant, délicat, c'est-à-dire que on est vraiment à la frontière de quelque chose de l'intime, du privé. En même temps, elles ne sont absolument pas dupes du fait que c'est capté. Et en même temps, je sais pas, la rencontre avec le petit copain, le type qui la drague à la sortie de l'école, on sent bien que c'est quand même assez organisé, tout ça. Oui, mais ça, et c'est assez drôle, et on a l'impression de basculer dans un film de Romer. C'est une scène de fiction, ça. Dans de la pure fiction, mais en même temps, elle fait complètement sens avec l'histoire qui est... Enfin, je dis c'est de la fiction, mais bon, pour ceux qui ont vu le film, je crois que pas grand monde a vu le film, mais pour ceux qui ont vu le film, moi, quand j'ai tourné cette scène où un garçon qui a un an de plus, qui passe son bac de français, vient un peu draguer, parler à la fille de seconde devant le lycée, en fait, je pensais qu'en fait, ils sortaient ensemble, ou en tout cas qu'ils étaient sortis ensemble dans les semaines qui précédaient. Et donc je leur proposais, en fait, dans un petit jeu comme ça, à la lisière entre le documentaire et la fiction, d'un petit peu rejouer l'approche, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est seulement à une avant-première au MK de Beaubourg qu'en fait j'ai compris par Linda que, en tout cas selon elle, ils n'étaient jamais vraiment sortis ensemble, mais que simplement, comme elle disait, ils flirtouillaient. Mais bon, toujours est-il qu'en fait, ils se tournaient autour, il y avait après, véritablement un peu de drague, un peu de désir entre eux, mais la situation est une situation mise en scène. Et dans ce qui se passe entre eux, il y a un mélange entre le trouble réel qui est entre eux et aussi sans doute un peu le trouble de jouer ça devant une caméra. Il y a un mélange, voilà. Et parfois le malaise, le léger malaise que provoque de la caméra, finalement, vient enrichir la scène, quoi. Parfois c'est gênant et parfois c'est simplement drôle, quoi, et joli, quoi. Là, s'il y a des questions... Là, on a parlé que d'un film. Mais oui, on a... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Non, ma question, elle est un peu en lien avec ça, justement. C'est à quel moment, quelle est ta limite avec le documentaire et la fiction? C'est-à-dire, est-ce que tu vas mettre en scène des choses aussi que... aussi, on peut parler des autres films, par exemple, je sais pas, dans Le Repos des Braves, quand il y a cette scène où... Je pense qu'il y a un film que tu es le seul à avoir vu ici. Mais dans Le Repos des Braves, quand il y a cette scène où tu vois un des personnages principaux qui arrive sur la plage et tu as les deux enfants qui viennent lui parler, lui demander son trajet. C'est de la pure mise en scène, ça. Ouais. Et donc je me demande, toi en tant que réal, tu vois, à quel endroit tu te dis que ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire, ou tu t'autorises tout au moment du truc? Non, bien sûr qu'il y a une éthique. Et pour moi, c'est la question un peu de la sincérité, du respect des gens qu'on filme, de ne pas faire raconter n'importe quoi, n'importe qui. Enfin, c'est de raconter même s'il y a une part de mise en scène, si des choses sont provoquées, etc., il faut que ça débouche sur quelque chose de juste et de vrai par rapport aux gens qu'on filme, c'est tout en fait.
il y a différents moyens d'arriver au vrai, et parfois la mise en scène, l'artifice permet, parfois paradoxalement même, d'être plus juste que... Et là, en l'occurrence, la scène dont tu parles, dans ce film que personne n'a vu, c'est deux... en effet, il y a un cycliste qui a l'impression d'avoir un cycliste amateur, complètement amateur, un vieux de plus de 60 ans, qui a traversé les Alpes à vélo, qui enfin goûte un repos bien mérité sur la plage, avec des marques de bronzage partout, et qui raconte ses exploits à deux gamins. Donc, oui, effectivement, la probabilité que deux gamins aillent interroger un retraité sur la plage sur ses exploits cyclistes, déjà, je pense que peu d'enfants s'intéressent aussi, est faible, mais c'est drôle, et en fait, ce que ça lui permet, lui, finalement, d'être dans la continuité du sentiment qu'il habite à ce moment-là, de fierté, d'accomplissement, puis en l'occurrence, le film, on a l'impression aussi que c'est un peu il y a un peu un retour en enfance, ces vieux cyclistes sont un peu comme des petits garçons qui ont vécu une grande aventure, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'était cohérent, mais c'était totalement artificiel. Et on le sent d'ailleurs, mais c'est drôle, moi je trouve. Peut-être aussi une autre scène dont tu peux nous parler, c'est une scène qui est assez plus importante, toujours dans le pincement au cœur, c'est la scène avec la psy. Comment elle a été amenée, comment elle s'est construite, et c'est complètement raccord aussi avec ta méthode, aussi, ta façon de travailler. Ou ma non-méthode. Ou ta non-méthode, oui. Voilà. Mais non, cette scène, c'est assez étonnant, parce qu'en fin de compte, pour ceux qui ont vu le film, je pense que c'est la scène centrale du film, et c'est celle qui finalement problématise le film, problématise cette question de l'attachement, de l'abandon, donc je pense que sans cette scène, le film ne tient pas, quoi. Je pense que c'est vraiment la scène centrale du film, et cette scène, comme d'ailleurs toutes les autres, n'était pas prévue, et en fait elle s'est improvisée en quelques minutes. On était en train de tourner une autre scène rigolote, mais plus anecdotique du film, qui est les jeunes filles, les trois copines qui jettent un coup d'œil à la salle des profs et qui se rendent compte que les profs sont rentrés avec leur téléphone portable. Elles disent je ne pensais pas que pouvaient être comme nous, etc. Voilà. Et à ce moment-là, il y a cette psychologue, conseillère d'orientation, j'ai jamais su exactement si elle était conseillère d'orientation ou psychologue, qui passe et qui regarde un peu le tournage, et qui quand on coupe la caméra, vient me voir et me dit qu'est-ce que vous faites, ça a l'air intéressant et tout. Et là, je comprends qu'elle travaille certains jours pour le lycée, qu'elle reçoit des élèves dans son bureau pour parler de leurs problèmes, etc. Et donc je lui dis, mais est-ce que vous seriez d'accord pour participer au film et faire une scène? Elle me dit, pourquoi pas, j'aime bien le cinéma, etc. Et du coup, je demande à Linda et Irina si elles seraient d'accord, elles, de faire une scène et tout. Elles disent, pourquoi pas, ça peut être intéressant, on peut apprendre des choses, enfin voilà. Et déjà, je leur propose aux deux, ce qui est totalement atypique. Plus souvent, j'imagine que le rendez-vous se passe tout seul. Mais là, je sais pas, j'avais l'intuition que déjà pour elles, c'était beaucoup moins violent de leur demander d'y aller à deux que toutes seules, et que probablement ce serait plus vivant, que tout le monde serait plus à l'aise, et que ce serait... Voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, je dis à la psychologue, bon, super, mais alors, quand est-ce qu'on peut faire ça? Elle me dit, peut-être la semaine prochaine, tout. Je dis, mais la semaine prochaine, on ne sera plus là. Enfin, je lui dis, mais là, par exemple, vous n'auriez pas du temps. Elle me dit, si, justement, j'ai un trou d'une heure maintenant. Donc, je dis, écoutez, on termine là cette scène et on arrive dans 10 minutes, quoi. Voilà. Elle dit, très bien, je serai dans mon bureau. Donc, on a fait la scène comme ça, mais totalement impromptue, quoi. Et on arrive, encore une fois, à un échange qui est qui est étonnant, de sensibilité, de profondeur, c'est assez incroyable, cet échange-là qui est entre eux, quelque chose d'un peu analytique comme ça, mais oui, entre une conseillère d'orientation et une psy de lycée qui je pense qu'elle faisait un peu les deux, en fait. Mais on sent qu'il y a vraiment ces deux... Ouais. Alors moi j'ai une question par rapport au fait du coup que ce soit la façon dont vous parlez de mettre en scène, etc. Est-ce que du coup vous faites refaire aussi, ou est-ce que vous permettez juste que les choses adviennent et ensuite... Alors, c'est une très bonne question. On va dire que le plus souvent, je permets que les choses adviennent, mais que je ne m'interdis pas de refaire parfois. La scène de drague dont on parlait devant le lycée, on l'a refaite 2 voire 3 fois, enfin on l'a fait 2 ou 3 fois en tout. La scène avec la psychologue, on l'a fait 1 fois, mais par contre, on a quand même poursuivi la discussion
pour pouvoir faire aussi un autre plan, par exemple sur la psy. Donc elle continue en fait à parler. Bon, finalement, on n'a gardé qu'un moment, un ou deux moments d'écoute, mais il peut arriver qu'on refasse. Est-ce que vous filmez dans un seul axe ou vous avez... Là, la clapsie, on filmait dans un seul axe. Ouais. Non, on n'a pas fait. Non, en fait, la clapsie, en fait, il nous arrivait parfois pendant la prise, enfin, je veux dire, pendant qu'on n'interrompait pas, mais parfois on se déplaçait, ou on a changé de plan à quelques reprises. Mais voilà. Mais ça c'est quelque chose. Je me rappelle, c'est il y a très longtemps, un réalisateur, Lionel Bayer, qui est aussi Suisse, pourquoi vous rigolez? C'est notre directeur des parcs. Ah, la Fémis. Ah, vous êtes de la Fémis? Tous de la Fémis? Ah ouais, c'est drôle, d'accord. Ouais, mais moi je connais depuis longtemps Lionel et il y a moins 15 ans, il m'avait dit un truc. Il parlait parce qu'il a fait un ou deux documentaires au début de sa carrière et il me disait qu'il ne s'empêchait pas de refaire, de réenregistrer des choses, etc. Et en fait, oui, je crois qu'à l'époque, il me disait que parfois la deuxième prise en fait était plus vraie que la première, quoi. Et ça, c'est vraiment, je suis assez d'accord avec lui en fait. C'est-à-dire que même en documentaire, parfois il y a une timidité, un malaise qui font qu'en fait la personne qu'on filme n'est pas vraiment elle-même à la première prise et que quand on refait, quelque chose de la pression est retombée et puis finalement la personne est plus libre et plus, est plus proche de ce qu'elle est dans la réalité. Donc, je trouve que ça n'est pas forcément un péché, quoi, de refaire une deuxième prise en documentaire. D'autres questions? C'est Potemkin de la Félicie. Oui, moi c'est toujours cette frontière de documentaire fiction, même si j'entends bien quand tu fais à l'abordage et que tu as des apprentis, des jeunes comédiens et comédiennes du conservatoire, c'est peut-être pas la même chose que de débouler dans un lycée. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose comme ça qu'on veut ranger pour des questions peut-être de financement, mais que la frontière est quand même assez poreuse, quoi. En tout cas, elle est poreuse pour ceux qui font les deux. Oui, non, parce qu'il y a aussi des gens qui font que de la fiction, mais c'est poreux que le documentaire, des gens qui font que du documentaire, mais enfin bon. Mais en tout cas, peut-être encore à plus forte raison pour les gens qui passent de l'un à l'autre. Toi, tu navigues. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres. Non, mais... Et bien plus connus que moi, mais quelqu'un comme Herzog, par exemple, lui n'a jamais voulu faire la différence entre le documentaire et la fiction, et il prend énormément de liberté avec les règles du documentaire, etc. Certains peuvent lui reprocher d'ailleurs. Ouais, donc ta question c'était comment? Non, mais c'était un peu comment dire. Parce qu'on en parlait, Edouard, il y a 2 jours, on a fait venir Albert Serra, et c'était aussi le premier documentaire d'Albert Serra. Lui fait de la fiction qui est quand même très documentarisée. Et quand il fait du documentaire, c'est très monté, et c'est un parti pris qui est quand même... donc voilà, ce qui était intéressant, c'est que lui se retrouvait avec un énorme matériau, et qu'il trouvait son film, et je t'ai entendu dire exactement la même chose, il trouvait son film au montage, c'est-à-dire que de voir si avec tout ce matériau, et peut-être basculer aussi sur Ce n'est qu'un au revoir. Oui, mais tu ne savais pas encore si tu avais la matière d'un film. Mais pour les deux films, en fait, pour les deux films, et d'ailleurs, j'ai bien sûr parlé de Ce n'est qu'un au revoir, mais déjà pour Un pincement au cœur, quand le tournage s'est fini, j'étais pas sûr du tout qu'il y ait un film. Malgré tout ce que tu avais... Ouais. Et je me souviens que j'avais rencontré une jeune monteuse dans une fête et que on avait parlé de l'amitié, etc. Et ça m'a beaucoup rassuré de lui dire, bah tiens, est-ce que tu peux pas monter ce film? Parce que le fait qu'elle ait quasiment rien monté dans sa vie m'enlevait beaucoup de pression en me disant, bon bah, au pire, s'il n'y a pas de film, c'est moins grave si elle aura quand même vécu une expérience. Alors que si je mets dessus quelqu'un de très confirmé, je sais pas, ça va me mettre en fragilité, quoi. Je vais avoir l'impression que la personne va dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc qu'il a fait, quoi. Alors que, bon, bref, et
Et donc je vais même demandé d'ailleurs de... Moi j'avais déjà vu les rushs, et je lui ai demandé, tiens, regarde les rushs, et dis-moi si d'après toi il y a un film. Quoi. Et elle m'a dit qu'il y avait un film, selon elle. Et toi, tu étais ouvert à l'éventualité aussi de te dire, bon, bah... Ça aurait été un peu embêtant qu'il n'y en ait pas, mais bon. Mais bon, c'était quand même, comme c'était un peu un projet, c'est pour le coup un peu atypique, un peu hybride, une sorte d'atelier, bon, s'il n'y avait pas eu de film, tout le monde s'en serait remis, quoi. Enfin, on aurait restitué un truc pour l'atelier, et puis voilà, et puis, le producteur aurait perdu un tout petit peu d'argent, et puis moi j'aurais perdu du temps, et puis voilà. Mais, bon, bref, mais non, bah... La question c'est du coup le montage. Non mais ça m'étonne toujours de comment cette attitude. Mais par contre le montage de ce film-là a été très facile. C'est-à-dire qu'en fait quasiment toutes les séquences qu'on a tournées avec ces deux jeunes filles sont dans le montage et le film s'est quand même dessiné. Pour le coup je pense qu'il y avait vraiment un seul film possible et il s'est dessiné assez nettement, quoi. Il y avait presque une ligne claire dans le film. Ce qui n'est pas du tout le cas de Ce n'est qu'un au revoir, qu'on a beaucoup plus cherché au montage. C'était beaucoup plus compliqué à monter. Beaucoup plus de personnages. À tel point que j'ai passé 2 mois, à chaque fois que je croisais quelqu'un qui, de près ou de loin, s'intéressait au montage au cinéma, je disais, mais est-ce que tu penses, toi, qu'on peut transformer du plomb en or grâce au montage, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais un regard assez sévère sur la matière et sur les rushs, et j'étais pas sûr du tout d'avoir obtenu des choses suffisamment fortes pendant ce tournage, qui est un tournage très court, c'est un tournage de 3 semaines, et c'était en effet assez ambitieux quand même de raconter ce groupe, de raconter voilà, ces interrogations, ces angoisses par rapport à l'avenir, un peu les blessures des uns et des autres. Enfin, c'était un film assez complexe à construire. Et puis c'est vrai que contrairement à Pincement au cœur, il n'y avait pas eu tellement au tournage de moments hyper forts où on se dit ah ben là il y a une scène, quoi. Il y avait plein de moments qui étaient plus ou moins jolis, plus ou moins parfois un peu anecdotiques, parfois assez beaux, mais il n'y a pas beaucoup de moments où on se disait c'est passé un truc fou là devant la caméra, quoi. C'était finalement le quotidien, quoi. J'ai appris ce qu'était un domino de matelas quand même. Oui, voilà, ça faisait partie des meilleures scènes. Mais, ouais. Et je le mettais dans un internat, mais bon. Malgré que j'ai appris ce que c'était au moment du tournage, je ne sais pas ce que c'était non plus au moment du tournage. Alors c'est drôle, parce qu'en plus d'ailleurs, après la CPE du lycée n'était pas très contente. Elle pensait que j'avais poussé les élèves à faire un domino de matelas pour les besoins du film. Et, je disais, mais je ne savais pas ce qu'était un domino de matelas. Mais elle est intéressante, son personnage est intéressant. Ouais. Mais bon, bref, mais donc effectivement, on a vraiment cherché une forme pour le coup au film. La forme très simple et très nette d'un Pincement au cœur n'était pas possible sur ce film-là parce que sinon on tombait vraiment dans une chronique trop 1000 fois vue et revue et trop anecdotique et c'est seulement en commençant à travailler ce système de voix off, etc., qu'on a commencé à faire monter un peu la patte du soufflet, quoi. Enfin, en quelque sorte à donner du relief à des scènes, à créer plusieurs couches, des résonances, etc. Et que effectivement, alors je ne suis pas sûr qu'on ait transformé du plomb en or, on a peut-être transformé du bronze en vermeil, quoi, je sais pas. En tout cas, on a un peu transformé la matière, quoi. Voilà, on a un peu transfiguré la matière. Parce que du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a quand même sorti quelques personnes de l'internat qu'on voit vivre, qu'on voit évoluer. C'est plutôt une dynamique du groupe, de groupe, et on a en contrepoint une voix off qui raconte l'histoire de cette personne. Plusieurs voix off, oui, mais pour chaque portrait, parce que chaque personnage est présenté par un petit carton, par son prénom, et à un moment de sorte de portrait individuel dans le groupe, on a cette voix off qui nous ramène qui nous amène des éléments comme ça, sorte de sédiment du passé de la personne,
mais qui sont dépassés, moi, qui me font comprendre pourquoi ces personnes, alors ce que j'ai appris, sont venues dans cet internat volontairement. Oui, bien sûr. Pour la plupart, ce ne sont pas des personnes qu'on a foutues à l'internat. Non, Voilà. Donc, non, c'était un vrai choix qui était quasiment toujours dicté par des raisons familiales, en fait. Voilà. Et par le besoin d'échapper à quelque chose qui pouvait être des histoires assez qui pouvait être anxiogène, toxique ou je sais pas quoi, enfin, et de trouver une sorte de deuxième famille, quoi. Voilà, c'était beaucoup ça, en fait. Vraiment famille de sang et famille Exactement, choisie. Et c'est ça qu'on a commencé avec ma monteuse à entrevoir à un moment du montage. C'était en effet cette question de la famille et puis quelque chose qui était assez intéressant à travailler, qui était en fait le fait de travailler en fait plusieurs temporalités en même temps. C'est une façon qu'on ait le présent, enfin qui est le présent de cette fin d'année de terminale, avec des scènes assez vivantes, parfois assez drôles, parfois comme le matelas ou différents rituels un peu d'une fin d'année, et qu'en même temps on sente la présence du passé, à travers leur parcours, leurs histoires, ce qui crée aussi éventuellement la peur de perdre cette famille qui est un peu un refuge, etc., de comprendre un peu, de rentrer dans les souvenirs ou les blessures de plusieurs des filles du groupe. Et puis on sent aussi quand même tout le temps l'après, quoi. Il y a un peu ce vertige de ce qui va venir après. Donc il y avait un peu ce truc de jamais n'être que dans le présent, mais que le présent soit toujours traversé par... Et puis c'est un présent qui est à la fin de quelque chose. C'est surtout un présent qui a une fin d'année et une séparation. Et donc là on a un peu repris espoir. On a eu l'impression que peut-être finalement il y avait un film, mais voilà, c'est pas venu du tout facilement. Et puis avec, je trouve, l'incursion de l'époque, du politique, une de ces jeunes qui va à Sainte-Soline et tout ça, des choses, quelque chose qui tient à cœur, qui est important pour toi. Tu as hésité, toi, à avoir cette voie-là ou à avoir cet ancrage-là? Moi, ça me tient à cœur, oui et non. C'est que je suis sensible et touché par ces questions-là, mais pour autant, de moi-même, j'aurais pas forcément mis ça dans le film. Parce qu'il y a quand même quelque chose de... Pour moi, c'était un peu nouveau de mettre une parole politique aussi frontale et aussi... mais c'est uniquement parce que ça venait d'elle et que c'était l'une des protagonistes et que c'était quelque chose qui était absolument au cœur de sa vie à ce moment-là, quoi. Qui était vraiment cette question de l'engagement, cette espèce d'angoisse très très forte de ce qu'est le monde dans lequel elle est et dans lequel elle va continuer à vivre. C'était quelque chose même qui l'a paralysée d'une certaine manière. Donc, pour le coup, ça aurait été extrêmement étrange que ça n'apparaisse jamais dans le film, quoi. Mais par contre, ça n'était pas une volonté de ma part de tenir un discours, de faire un film politique, etc. C'est vraiment, à chaque fois, la légitimité de ce qui est dans le film vient de l'importance que ça et après évidemment il faut que c'est ça qui est à la fois difficile et passionnant, c'est que tout ce qui est dit leur appartient, et en même temps c'est comme si ça résonnait ou ça me touchait et qu'au fond ça faisait partie un peu de moi aussi, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est ça que je trouve beau dans le documentaire, c'est qu'on filme les autres, mais à un moment donné on finit par raconter quelque chose de soi. Donc évidemment que si j'étais totalement en désaccord politiquement avec cette jeune fille, je n'aurais pas mis ça dans le film. Voilà. Je me demandais aussi à quel point le fait de tourner à la fois de la fiction et à la fois du documentaire, ça aide pour trouver une sorte de sincérité et un moment touchant. Par exemple, dans Le Conte de Juillet, dans le deuxième film, toute la scène où on se retrouve sur la tablée, tout ça, en fait, ça flirte d'un seul coup aussi avec quelque chose de beaucoup plus sincère et beaucoup plus documentaire. Et du coup, je me demande à quel point ça aide, en fait. Est-ce que toi, après, la fiction peut être très sincère aussi. Ouais, bien sûr, mais je sais pas comment dire. En fait, il y a un truc d'un seul coup qui frôle avec le réel beaucoup plus. Bien sûr.
D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi qu'il se trouve que Sainte-Soline, pour le coup, les événements en plus se sont passés, si je ne me trompe pas, c'était au mois de mars, et c'était vraiment pendant la période où on se voyait pour préparer ce film avec les jeunes filles, et que même j'ai eu peur pour elles en fait. C'est que moi, je leur envoyais des messages pour savoir comment ça se passait, etc. Parce que je voyais, ça faisait partie en quelque sorte déjà du processus du film. Quoi. Bon, bref, mais non, sur ce que tu dis là, à l'époque du Pont du Juillet, oui, j'avais déjà fait un petit documentaire. Ouais. Après, ça a à voir, pour le coup, ça a à voir aussi beaucoup avec la nature du projet, pour le coup, qui était un projet très improvisé. C'était, en l'occurrence, le film dont tu parles, c'était un atelier cinéma de 3 semaines avec 15 étudiants du conservatoire, quasiment sans préparation avant, etc. Et j'avais fait le pari de tourner 3 moyens métrages en 3 semaines, un chaque semaine, ce qui était quand même assez ambitieux. Et donc j'avais carrément, j'avais juste donné une petite trame de récit, à chaque, du coup j'avais divisé en 3 petits groupes de 5-6 comédiens et comédiennes, et puis j'avais donné une petite trame à chaque groupe. J'avais même demandé, dans la mesure du possible, à chaque groupe d'écrire aussi un peu des scènes et en tout cas de réfléchir à des situations et tout. Et puis et cette scène du repas, en effet, était étonnante parce que ça a complètement explosé le cadre que j'avais. Enfin, la scène s'est déployée au-delà de mes espérances, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle d'ailleurs qu'on avait fait une improvisation au départ qu'on avait filmée, juste comme ça, presque un plan témoin, et je me souviens que la scène était hyper belle et avait duré 10 minutes. Enfin, et après on a construit du coup à partir de cette première improvisation, etc., toute la scène. Mais, alors, en l'occurrence, c'est des choses assez belles qui peuvent naître d'une prise de risque, quoi. Et aussi de la confiance qu'on accorde aux gens avec qui on travaille. C'est marrant, c'est quelque chose dont je parlais avec un ami, avec mon ingénieur du son qui a travaillé sur le dernier film de Lav Diaz, que j'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai jamais vu aucun film de Lav Diaz, mais lui était fasciné par sa façon de travailler. C'est un cinéaste philippin, pour ceux qui fait des films extrêmement longs, le minimum, je ne sais pas, 5 heures, 7 heures. Bah, celui-là ne dure que 3h30. Mais, voilà. Mais, court-métrage. Non, mais il me disait, et en fait ça me faisait penser à un autre cinéaste dont j'aime beaucoup certains films, qui est le cinéaste japonais Nobuo Hirosuwa. Voilà, et il me disait par exemple, là, pour la Diaz, il me disait, je ne comprends pas comment ça marche. J'ai l'impression qu'il ne prépare pas la scène, il y a 50 figurants dans la scène, on filme et c'est tout de suite génial. Et c'est tout de suite un peu miraculeux, enfin, il y a une sorte de chorégraphie qui se met en place, etc. Tout se passe bien du côté des acteurs, des figurants, de la technique et tout. Et puis, voilà, il disait, ça se passe vraiment facilement, etc. Mais je lui disais, mais si tout le monde sent la confiance du cinéaste, si tout le monde se sent investi d'une responsabilité, si tout le monde sent que il faut prendre en charge quelque chose de la scène, etc., bah, après tout, pourquoi pas, enfin, ça peut... Et je me souviens que sur Nobuo Hirosuwa, certains techniciens disaient, en fait on a l'impression que il ne dit rien aux acteurs, il ne dit rien aux techniciens, donc ils ont tiré la conclusion que c'était pas le réalisateur qui faisait le film, c'était les autres qui le faisaient à sa place. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait le réalisateur ou la réalisatrice évidemment déjà a réuni tous ces gens, a réuni les acteurs, les techniciens, a soit écrit un scénario, soit au moins écrit une trame, une base pour improviser, et a insufflé une vision, un esprit, voilà. Et à un moment donné, les gens qui font le film, en effet, s'en emparent et se sentent investis en effet d'une responsabilité, mais je pense que... Et ce qui est troublant, c'est que chacun de ces films lui ressemble. Enfin, c'est pas... on sait bien que c'est quand même lui qui fait les films. Toi quelle est la partie
Mais je dis pas du tout que c'est une méthode, c'est pas du tout, voilà, c'est une méthode un peu particulière. Hein, et puis d'ailleurs, moi, j'ai pas fait tous mes films comme ça du tout, et puis c'est pas. J'aspire aussi à travailler d'une autre façon. Enfin, mais quelle est la partie qui, toi, t'excite, te stimule, te met en joie, quoi? Enfin, toutes non, pas toutes. Enfin, alors, il y a des niveaux d'angoisse et de stress très différents. Tu travailles à combien sur le tournage? Ton équipe, c'est quoi? Ça dépend des films. La plus grosse équipe de ma vie, c'était sur Tonnerre, on était à peu près 20. Et sinon, sur tous les autres films, on était au maximum 12, 10, et en documentaire 4, mais ce qui pour le coup est plutôt confortable. Mais en fiction, oui, jusque-là, ça tournait plutôt autour d'une dizaine de personnes. Sur les comptes de juillet, on était 4 comptes de juillet aussi. Enfin bon, bref, à l'abordage, on était 12, en non sans femme, 11. Tu cadres, toi? Non, et pourtant, moi, je ne fais rien, quoi. J'ai pas de responsabilité technique sur le film. Non, la période, je sais pas, moi j'adore le montage. Le montage de Snake and Rover était très angoissant, mais par contre, une fois qu'on avait surmonté ces difficultés, de nouveau j'ai pris du plaisir un peu à sculpter le film. Mais j'adore le montage, et j'adore le moment des repérages, par exemple. C'est absolument génial, les repérages. L'écriture, c'est quand même souvent très très angoissant pour moi. Mais il y a quand même des moments dans l'écriture, pareil, quand on arrive à dépasser certains blocages où l'écriture peut être exaltante. Mais moi, en tout cas, l'écriture, c'est assez douloureux quand même. Le tournage, je suis très angoissé, mais quand même assez heureux, mais très angoissé. Mais heureux, voilà, des gens qui sont là, d'avoir rassemblé cette équipe, de voir le film qui se fait, etc. Donc l'ambiance est bonne, même si je suis très angoissé. Et voilà, je sais pas. Mais bon, j'avais été très rassuré quand j'avais vu un cinéaste d'un autre temps sur Ken Loach qui on lui demandait est-ce qu'il prenait du plaisir sur ses films. Il répondait que. Il parlait du plaisir, mais un film, c'est 10% de plaisir. Non, c'est 10% de plaisir et 90% d'angoisse. D'accord, ok. Et récemment, quelqu'un m'a dit aussi un truc sur Philippe Garrel qui disait quelque chose de cet ordre-là, qui disait qu'en gros, le vrai travail du réalisateur, c'était l'angoisse. En fait. Au fond, c'était probablement. Oui, enfin, il disait qu'en gros, c'était l'angoisse, l'attente, le temps entre les films qui était le vrai travail. Oui, bien sûr. Sur les documentaires, alors évidemment chacun est différent, mais comment s'organise la relation et la répartition des rôles avec le directeur ou la directrice photo? Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'en documentaire, on n'a souvent pas beaucoup de temps de se parler, de décider des cadres. Alors il se trouve qu'avec la méthode que j'ai un peu décrite, où quand même, nous on prend quand même souvent le temps de mettre un petit peu en place le cadre donc comment dire, ça équilibre un peu mieux le travail entre le travail du chef opérateur et le mien. Enfin, en tout cas, on décide un peu de la plupart des cadres ensemble. Pas tout le temps, parfois il n'y a pas le temps, mais non, c'est vrai que c'est des vraies questions. Moi, je me suis déjà dit, sur le tournage de L'île au trésor, dans le documentaire, je me disais, mais pourquoi je ne le cadre pas moi-même? Parce que c'est ça fait une manière, je me complique la vie, je complique celle de l'opérateur aussi, parce que mais en fait, je crois que le rapport que j'ai au documentaire nécessite que je sois. Enfin, je pense que si j'étais seul, mes films n'auraient pas d'intérêt, ils seraient très moches, et qu'en plus j'ai tellement besoin d'échanges. Ouais, j'ai tellement besoin d'échanges, j'ai tellement besoin de réfléchir à plusieurs. Avec les comédiens? Non, avec les techniciens. Ouais. Enfin, et déjà sur un documentaire, c'est un peu le minimum. Alors, on est 4. Quand c'est un tournage très long comme L'île au trésor, sur 2 mois, on est vraiment beaucoup. On est un peu
en vase clos, quoi, 4. Mais c'est vrai que sur un film de fiction, ce qui est pas mal, c'est qu'on on peut, quand on en a un peu marre de parler avec son chef opérateur, on peut aller discuter avec les autres, etc. On peut parler avec les acteurs, on peut parler avec les autres techniciens. Enfin, bon, parfois, moi, finalement, j'avais marre de parler avec mon chef opérateur, donc j'allais demander son avis à l'assistant de caméra sur les prises. Enfin, bon, il y a plein de... voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup besoin de réfléchir à voix haute, de réfléchir ensemble, etc. Donc c'est très précieux pour moi d'avoir quelqu'un à la caméra. Et puis par ailleurs, moi j'ai beaucoup de mal aussi à être attentif et présent à ce qui se passe, et en ayant en plus des préoccupations techniques, sachant que ça, j'imagine qu'avec la pratique, on finit par un peu par se libérer de ces difficultés de la technique. Peut-être que ça, c'est juste une question de patience et d'apprentissage, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps, donc ça me soulage beaucoup de savoir que je suis libéré de ça. Et parfois, c'est frustrant, parfois j'aimerais bien, parfois c'est difficile d'expliquer dans l'urgence ce qu'on veut, mais aussi quand on travaille avec des gens qui nous connaissent bien, à qui il y a une relation de confiance, et avec qui on a fait plusieurs films et tout ça, finalement, au fond, assez vite, ils vont proposer quasiment le cadre que j'ai l'impression que moi j'aurais fait, quoi. Typiquement dans le Trésor, par exemple, les plans larges jouent un rôle important. C'est un choix anticipé ou Oui, en tout cas, je sais qu'il y avait une grande question, voilà, oui, sur l'échelle des plans et sur aussi la question de la caméra portée ou sur pied. Et ça qu'à l'époque, mon chef opérateur me disait, mais quand même, on se complique la vie là, en documentaire, on a toujours un temps de retard en devant poser un pied, etc. Et moi, je voulais... il y a quelques séquences qui sont à l'épaule, mais une grande partie du film est une caméra fixe, enfin sur pied. Et moi, j'y tenais beaucoup, parce que c'est ça aussi qui permettait au regard de se poser, en fait, qui permettait de... Et puis à la scène de se déployer, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais l'impression il y avait quelque chose d'assez... c'est comme si le cadre s'animait au fur et à mesure, quoi, et qu'il fallait avoir la patience de le poser pour que petit à petit la vie... C'est organique. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'en documentaire, une caméra portée, il faut vraiment être très serein pour regarder suffisamment longtemps quelque chose et pas avoir la tentation de tout de suite aller chercher autre chose, quoi. Et je me rappelle qu'il y a certaines séquences qu'on avait pu tourner en caméra portée. Et ben c'était c'était plus sur le repos des bras d'ailleurs, c'était sur le repos des bras justement où certaines séquences en fait il n'y avait jamais une durée suffisante sur on ne regardait jamais assez longtemps les choses, quoi. Tout à l'heure vous nous expliquiez que pour certains de vos films la préparation était très courte, des fois quelques semaines. Donc, je me demandais comment vous faisiez, vous aviez demandé des aides ou vous faisiez sans, vous les aviez après coup, pendant le tournage ou après, ça arrivait comment, et juste aussi vous disiez que maintenant vous vouliez travailler d'une autre manière, et j'aimerais bien savoir pourquoi et comment. Non, mais c'est juste que j'ai 48 ans et que je pense qu'il est temps peut-être de faire un film d'une manière, peut-être un film un peu plus écrit, voilà, qui soit un peu mieux produit et financé, et qui du coup est aussi peut-être une sortie un peu plus large. Enfin bon, c'est toujours ces questions-là, hein, mais ça fait longtemps que je me les pose ces questions. Hein. Puis, une distribution seule qui est prête. Oui, bien sûr, mais bon, ça reste quand même relativement confidentiel. Non, c'est des grandes questions, mais j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure, mon producteur, et je disais, à un moment donné, ça devient peut-être un peu pathétique de faire des films de jeunes hommes ou d'étudiants quand on a 48 ans, quoi, qu'il faut peut-être à un moment donné passer à autre chose et arrêter de... Voilà, que peut-être qu'il faut finir par passer à l'âge adulte. Mais bon, Et donc oui, en tout cas les projets que j'ai actuellement, on verra ce qu'il en résultera, mais en ce moment j'ai que des projets de fiction, et c'est que des projets qui nécessitent quand même de s'écrire, genre une écriture un peu, des temps un peu plus longs, quoi. Mais on va voir, il faut simplement que je réussisse à ne pas être assailli par le sentiment d'urgence et l'angoisse
et que j'arrive à tenir ce désir sur suffisamment longtemps pour faire. Mais ouais, Pour les aides. ouais, alors pour les aides, tous les films que j'ai faits sont quand même faits dans des économies très, très petites. Je faisais un calcul, c'est que j'ai fait 9 films entre les courts et les longs, et le total du budget des 9 films, c'est 2,5 millions. Ce qui est quand même le budget, on va dire, d'un premier film. Très mal, voilà. Donc c'est très peu, quoi. Enfin, bon, même si 2,5 millions c'est énorme, mais en soi, je veux dire, et donc certains films, il y a toujours eu de l'argent avant, il y a toujours eu un peu d'argent avant. Alors évidemment, ma chance, c'est que comme à force, j'ai quand même fait un certain nombre de films, donc j'ai en quelque sorte la chance et le luxe que des gens me fassent confiance sur des petits montants, fassent confiance à mon producteur sur des petites sommes. Je sais par exemple que Ciné Plus a mis de l'argent dans à peu près tous mes films. Voilà, généralement c'est entre 10 et 50 000 euros, mais ça suffit quand même. Enfin, c'est déjà quelque chose, ça aide. Et puis, je sais pas, après chaque histoire est différente, mais sur l'île au trésor, ma chance c'est qu'en fait, en filmant cette base de loisirs de Sergi Pontoise, qui était un décor d'un film d'Éric Rohmer, du coup les films de Losange, via Régine Vial, avait hyper envie de distribuer le film, et donc était prêt à mettre un peu d'argent. Et puis ma chance aussi, c'était que les bases de loisirs sont un peu les fleurons de la région Île-de-France, et que donc la région Île-de-France a pu mettre de l'argent aussi. Ah bon. Donc c'était un cas très particulier, mais finalement on s'est quand même retrouvé, mon producteur a trouvé 150 000 euros en 2 mois, ce qui était super pour faire un documentaire comme ça. Voilà, l'abordage, c'est un autre cas particulier, parce que c'était un film que j'ai décidé de faire pour Arte. Ça aussi, c'est une histoire un peu abracadabrante de financement, où Arte avait d'abord dit, mais oui, super, mais on n'a plus d'argent, on pourra peut-être le faire l'année prochaine. Et moi, j'ai dit, mais non, parce que en fait, l'idée, c'est quand même de filmer une promotion du conservatoire, donc après, ils auront fini l'école, donc ça n'aura plus aucun sens, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis en plus, je voulais filmer ma fille qui était un petit bébé, etc. Enfin, bon. Et du coup, ils avaient dit, bon, ok, on a trouvé 200 000 euros au fond d'un tiroir. Et mon producteur, qui était assez audacieux, avait dit, bon, bah d'accord, ok, on prend, on va faire avec ça. Et puis, ils avaient tellement culpabilisé en disant, en fait, ils ne vont jamais y arriver, avec 200 000 euros, c'est pas possible. Ils ont rappelé mon producteur une semaine après en disant, en fait, on a trouvé 150 000 euros en plus. Bon, voilà, et puis... parfois, et puis bon, après lui, il y a eu un peu d'argent en plus de, je sais pas quoi, de la région, et puis, un peu de crédit d'impôt, etc. Bien de voir. Mais j'aime bien ces histoires c'est drôle, quoi. J'aime bien ces histoires. De voir grandir des jeunes comédiens aussi, dans l'abordage de Salif Cissé, Nagovic qui était venu là. Ils étaient venus ici. Ouais. Salif Cissé, on commence à le voir un peu. Ah ouais, et on va le voir encore beaucoup. Et on va le voir beaucoup, ouais. Edouard Sulpice aussi. Et aussi, Edouard Sulpice, exactement, ouais. Quel effet ça te fait, toi, de voir grandir, mûrir, s'attaquer à des comme ça? Bah, ça fait plaisir. Machen, pareil, Vincent Machen, on l'avait découvert, moi personnellement, je l'avais découvert avec Un monde sans femme. Depuis, il y a eu du chemin. Voilà, d'ailleurs, je dors chez lui. Oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'il est pas. Parce que je suis plus à Paris. Donc... Non, mais juste par rapport à ces histoires de moyens de production, c'est quand même. Moi, je pensais à Rohmer qui a toujours fait ses films avec une économie de production assez réduite, qui lui permettait aussi d'avoir une liberté les questions de production sont aussi des questions de cinéma. Ouais. Donc, et en même temps, je comprends tout à fait que voilà, tu as envie il y a cet élan-là de vouloir s'attaquer à des. Et en même temps, il y a une oui, mais question Rohmer, déjà c'était une toute autre époque, mais par ailleurs, en fait, il faisait quand même ses films. C'était en effet des budgets très cohérents, c'est-à-dire qu'il y avait une très grande intelligence de la production. Et il avait très bien compris, il était très économe, il avait très bien compris comment construire un système de production viable et qui lui permette de déployer toute son œuvre. Tous ces films ont gagné de l'argent. Voilà, ces films étaient rentables, etc. Après, c'était quand même des budgets qui n'étaient pas ridicules non plus. Il faut regarder
doit pouvoir voir ça dans les différents bouquins, comme ça. Mais je pense qu'il faisait quand même ses films avec, je sais pas, à l'époque, 1 million de francs, 2 millions de francs, enfin non, je sais plus, c'était quand même... D'accord, ok. Oui, Je pensais que c'était... non, c'était pas avec des bouts de ficelle. Alors, il y a certains films comme Le Rayon Vert ou Renette et Mirabel, enfin, ou La femme de l'aviateur, il y a des petits films qui étaient parfois même une sorte de maquette ou de brouillon d'un autre film. Mais non, c'était quand même, il y avait quand même un peu d'argent. Enfin, à l'époque, il y avait, je sais pas quoi, je crois qu'à l'époque, c'était des avaloirs distributeurs, je sais pas quoi. Enfin, souvent, les films étaient... C'était des avances distributeurs à l'époque, on appelait ça, je crois. Bref. Non, mais c'était sur la question de la production et de la liberté de... Voilà, non, bien sûr, non, mais après, c'est vrai que c'est question d'argent. Moi, je sais qu'après, c'est des névroses personnelles, mais d'une certaine manière, j'ai beaucoup de... C'est comme si j'avais une culpabilité à demander déjà à demander de l'argent ou à demander beaucoup d'argent, ou dire que je mérite, que mon film mérite de recevoir beaucoup d'argent, mais ça me met aussi une pression et j'ai l'impression que je vais pas être à la hauteur de la donc d'avoir très peu me libère un peu de cette manière me libère un peu et après jusque là je préférais essayer de faire beaucoup avec peu que possiblement de faire peu avec beaucoup. Voilà. Mais je pense que maintenant il est temps de dépasser ces névroses. On attend impatiemment. Ça te va si on s'arrête là? Un grand merci d'être venu. Merci à toi. Alors, une question, s'il te plaît. Oui. Dernière question. Alors je rallume le micro. Alors. En fait, je suis étudiant, j'ai 19 ans, je suis étudiant. En fait, j'ai la passion du cinéma et j'aimerais. Est-ce que vous avez un conseil pour devenir réalisateur? Je sais pas. En fait, je suis venu par hasard ici dans la Moi, le meilleur conseil que je te donnerais, c'est de ne pas être tout seul. C'est-à-dire d'avoir une bande autour de toi. Quoi. Parce que c'est un métier très très difficile quand on est isolé. Quoi. Et que ça donne beaucoup de force en fait de partager en quelque sorte ce rêve que tu as avec d'autres. Et de faire, que ce soit dans une école, à la fac ou même en dehors, mais de vous faire lire vos scénarios les uns les autres, de vous aider, de travailler sur les films les uns des autres Ouais, parce qu'en fait, je trouve que sans émulation, sans être rassuré, stimulé, encouragé, etc., c'est très très dur ce métier, je trouve. Donc je pense que c'est d'être... peut-être que tu as déjà cette bande-là autour de toi, mais si tu l'as pas, c'est de te la faire. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a la dédicace donc, des DVD qui font en vente et je dédicacera les DVD. Merci.